Bon, je vais essayer de vous intéresser au démembrement des troubles liés à l'usage de cocaïne. Comme vous avez pu voir là dans cet après-midi sur le topo de Nicolas Simon et également sur le topo de Laurent Carilla, le grand problème de la cocaïne, on peut résumer comme ça, c'est que ça agit sur la dopamine. À partir de ce moment-là, tout le monde y est allé des théories dopaminergiques de l'usage et de la dépendance de la cocaïne, avec l'idée que si on bloque la dopamine, on va améliorer la dépendance à la cocaïne. Manque de peau, ça n'a jamais marché. Et ce qui caractérise, à mon sens, les essais thérapeutiques de la dépendance à la cocaïne, c'est que, je vais être rough, rien ne marche. Strictement rien. Alors dans ce cas-là, on fait ce qu'on fait partout, et on n'y échappe pas. On dit, mais on va essayer de faire des sous-groupes, et on va voir si sur les sous-groupes, ça sort mieux. Je ne suis pas persuadé qu'on ira beaucoup plus loin, mais enfin, c'est fashionable actuellement, donc tout le monde fait pareil. Donc, on va regarder ce qui se passe dans les différents sous-groupes. La deuxième piste, c'est de se dire aussi les modalités d'usage d'un produit sont extrêmement variables d'un produit à l'autre. Dans notre groupe, nous, on s'intéresse plutôt aux addictions avec produit et pas aux addictions sans produit. Je dis souvent que j'ai un neurone unique, donc c'est déjà difficile de comprendre les addictions avec produit. Pour comprendre les addictions sans produit, c'est seulement beaucoup trop compliqué pour ma petite tête. Et au sein des produits, on ne peut pas oublier que lorsqu'un produit, en fait, arrive dans l'organisme d'un sujet, il va être soumis à des voies métaboliques, il va être soumis à des relations PK-PD, donc on ne peut pas omettre les caractéristiques propres du produit. Ce qui veut dire ce qu'on va voir à la fois des symptômes qui sont liés à un profil addictif, mais on va voir aussi des symptômes qui sont liés, ce qu'on pourrait dire de manière assez rapide et succincte, à la toxicologie propre du produit, avec des variabilités considérables d'un sujet à l'autre. Pour ceux qui ne sont pas coutumiers non plus des produits, parce que ça, vous me diriez, on le retrouve dans toute la pharmacologie et la psychopharmacologie, c'est qu'on ne connaît pas les doses du produit. Alors, certains toxicomanes sont plus doués que d'autres, donc ne se font pas rouler par les dealers, mais vous pouvez connaître les prix, vous ne connaissez pas la pureté du produit, vous ne savez pas quelle est la dose de produit en fait, qui va être prise. Et je vous montrerai aussi rapidement, les voies par lesquelles le produit va être pris vont avoir des relations majeures au niveau des effets. Alors là, je ne suis pas Florence Vorspan, qui actuellement attend son bébé et la naissance de son enfant et qui est en congé de maternité, mais le travail que je vais vous présenter, c'est essentiellement le travail de Florence, ainsi que d'autres personnes qui sont ici, donc notamment Vanessa Bloch, Gaël Dupuis, Georges Brousse, qui avait travaillé en postdoc également sur le centre, et un certain nombre de choses. Et parmi, dans la myriade d'aspects cliniques que l'on peut avoir sur la cocaïne, nous, on s'intéresse actuellement aux symptômes psychotiques. Alors, vous savez que les symptômes psychotiques et le cannabis, ça a fait florès à tel point qu'on a eu un message qui, en termes de santé publique, j'en profite que Bruno Falissard soit parti pour revenir sur la santé publique, a eu un impact considérable quand on a expliqué aux adolescents que si un jour ils fumaient un pétard, ils allaient être fous et schizophrènes. Ça, c'est certain que les adultes qui leur envoyaient ce message ont eu un impact majeur. Donc, il faut faire attention entre deux choses. On en reparle avec Dominique Guillaume. Les endocannabinoïdes sont impliqués dans la survenue de symptômes psychotiques, voire de schizophrénie. Ça ne veut pas dire qu'un jour, un pétard égale schizophrénie après. Bon. Mais la plupart de ceux qui disaient ça, ce que je disais aussi, étaient des gens qui étaient plus jeunes que moi, mais leur inquiétude essentielle, c'était que leur petite tête blonde était à l'âge auquel, en fait, on fume du hashish et des pétards, donc ils avaient peur qu'ils deviennent des schizophrènes. Donc ce dont je vais vous parler, c'est voir comment on peut démembrer au sein des dépendants à la cocaïne, puisqu'on voit surtout des dépendants à la cocaïne, un certain nombre de patients qui présentent des symptômes psychotiques. Alors ce travail, il est fait essentiellement à l'espace Murger. Vous savez que l'espace Murger est ancien, c'est Jean Dugarin qui s'en était occupé au tout début. On parle toujours de Murger sans savoir qui c'est, donc c'est pour ça que Florence, vous avez préparé cette diapositive.
Et Murger, c'est Henri Murger qui a écrit Les scènes de la vie de Bohème. Murger, c'est surtout face à la gare du Nord, dans un hôpital qui s'appelle Fernand Vidal, dans une zone qui est en fait caractérisée par le grand nombre de précaires, le grand nombre de sujets qui sont dans la rue, et l'importance des dispositifs de soins pour toxicomanes. Je vous rappelle par exemple, il y a les bus méthadone qui sont dans la zone, qu'il y a Espoir Goutte d'Or, qu'il y a un certain nombre de structures également de bas seuil, mais qu'on voit essentiellement des patients polyconsommateurs, polydépendants. Et dans le domaine de la cocaïne, je pense que c'est extrêmement important de bien différencier un sujet qui va prendre essentiellement de la cocaïne, voire du hashish, voire un petit peu d'alcool, et d'un sujet qui, comme les sujets que l'on voit nous essentiellement, sont des sujets souvent dépendants du crack, qui prennent des opiacés, qui prennent des médicaments, qui prennent de l'alcool, qui prennent du hashish, donc qui ont une pluralité de dépendances. Donc, bien avoir à l'esprit que dans ces études qui parlent en fait de population clinique, on parle très souvent de patients très différents. Alors, quelle est la magnitude en fait du problème de la cocaïne ? Pendant longtemps, on s'est dit que c'était un problème nord-américain, de l'Amérique du Sud, et c'est plus récemment qu'on sait bien en Europe, c'est en train de monter. On l'avait regardé avec Louisa Degenhardt dans le cadre des études OMS qui ont été conduites, ce qu'il en était au plan mondial. Pour vous montrer les fantastiques disparités, vous voyez ici ce qu'il en est, par exemple, pour les États-Unis. 16% de la population générale américaine a pris au moins une fois de la cocaïne, ce qui est assez important. Vous voyez les pays d'Amérique du Sud. Vous voyez qu'en Europe, c'était essentiellement l'Espagne et la Nouvelle-Zélande. Pour insister aussi sur le fait que dans ces pays où la prévalence de consommation est élevée, il y a des usages précoces, certes avant 21 ans, mais vous voyez également, par exemple pour les États-Unis, que 2,5% de la population a utilisé de la cocaïne avant l'âge de 15 ans. Alors il y a beaucoup de spécificités françaises, et une des spécificités françaises, c'est alors que tout le monde dans le monde parle d'usage, l'OFDT et les Français s'évertuent de continuer à parler d'expérimentation. Avez-vous expérimenté un verre d'alcool ? Avez-vous expérimenté une cigarette ? Alors que partout on parle d'usage. Alors j'ai gardé l'expérimentation, terme qui à mon sens est une ineptie. Deuxième chose particulière, 18-64 ans, je ne suis pas sûr qu'en termes épidémiologiques, les facteurs de risque et les prévalences justifient le fait de s'intéresser à une population aussi large. Quoi qu'il en soit, ce qui est important, c'est que vous voyez qu'il y a au cours de ces dernières années, ça c'est le problème MAC-PC, j'avais une légende avec les années qui a sauté, mais qu'au fur et à mesure des années, augmente la prévalence d'usage de cocaïne, tant chez les hommes que chez les femmes. Donc c'est un problème qui devient plus important qu'on l'avait pensé à une certaine époque. Les modalités d'usage de la cocaïne sont particulières. Il y a des usagers de cocaïne intermittents qui ne sont pas dépendants. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est rare. Et je crois que quand on s'intéresse aux addictions, quand on s'intéresse à l'addictologie, on doit toujours avoir à l'esprit que pour un certain nombre de produits, mais je dirais c'est pareil même pour le jeu, il y a des joueurs qui ne sont pas obligatoirement pathologiques, il y a des usagers d'alcool qui peuvent ne pas être pathologiques, et il y a des usagers de cocaïne qui ne sont pas obligatoirement pathologiques. Alors je sais bien que c'est embêtant parce que c'est éventuellement des produits illicites, mais là on n'est pas là pour savoir le distinguo scientifique sur le licite ou l'illicite, c'est pas la même chose. Le schéma le plus fréquent, usage intermittent, puis augmentation de l'usage et des doses, mais là encore, ce qui est assez particulier, ce n'est pas toujours un usage quotidien. Alors, sauf peut-être plus particulièrement au niveau du crack. Et tout à l'heure, il y avait une question qui avait été posée par un des participants en demandant quelle était la connaissance pharmacologique des toxicomanes. En fait, ils se servent surtout des produits pour moduler les effets, notamment des effets de descente, benzo ou opiacés, et on a assez souvent, en fait, cocaïne et opiacés chez un même patient. L'alcool, presque tout le temps, c'est le premier produit utilisé dans la consommation aiguë avec des risques toxiques
particulier de cocaéthylène lorsqu'il y a alcool et cocaïne. L'absorption par voie IV ou fumée, il y a une absence d'effet de premier passage intestinal et hépatique et l'effet cérébral est extrêmement rapide, quelques secondes. Lorsqu'il est sniffé, par contre, il y a un effet de premier passage hépatique plus important et l'effet est plus décalé dans le temps. D'où là aussi, simplement sur ces propriétés-là, en fonction des voies de passage utilisées par les sujets, on va avoir des effets très différents de la cocaïne. Demi-vie, 90 minutes. Il y a une question qui avait été posée tout à l'heure à Laurent Carilla. Vous avez ici, en fait, les métabolismes hépatiques. Et j'ai parlé du cocaéthylène, qui est un produit, en fait, assez dangereux et assez toxique. Les complications psychiques, des épisodes psychotiques, des abus lors des phases maniaques, des attaques de panique. Là encore, Laurent Carilla en a parlé, des épisodes dépressifs et des troubles du sommeil. Et parmi les troubles induits par la cocaïne, essentiellement des phénomènes d'intoxication avec des perturbations du sensorium, les signes liés au sevrage, mais là encore, qui n'est pas la modalité de sevrage classique des opiacés, c'est-à-dire des symptômes légèrement différents, des confusions liées à l'intoxication, des troubles psychotiques, des troubles de l'humeur et des troubles anxieux. Les complications physiques, alors là aussi, sont importantes. Il y a des décès par overdose, par mortalité cardiaque et des états de mal épileptiques. Il y a les perforations et des ulcères. Il y a des complications infectieuses. Les complications cardiovasculaires, on sait de plus en plus que du fait des effets constricteurs, on peut avoir des angores, voire des infarctus du myocarde, voire des accidents vasculaires cérébro-ischémiques, et également des problèmes lors de la grossesse. Pour les patients, ce qui est important, c'est que assez souvent, quelqu'un qui est, pour nous, entre guillemets, dépendant de la cocaïne, ne va pas se percevoir comme dépendant de la cocaïne parce qu'il y a le modèle, notamment dans ces populations, de la dépendance aux opiacés. Or, ils vont dire, j'en prends pas tous les jours et j'ai pas des douleurs, j'ai pas le syndrome extrêmement important que je peux ressentir comme quand j'arrête, par exemple, de l'héroïne ou autre chose. En fait, il y a une dépendance parce qu'il y a une tolérance aux effets, voire il faut des doses plus fortes. Il y a des manifestations de sevrage à l'arrêt, je vais rapidement. Il y a une perte de contrôle, je crois, pour ceux qui ne sont pas familiers des addictions. Vous avez bien compris que le point central, l'organisateur clinique, c'est la perte de contrôle, en fait, de l'usage des produits, perte de contrôle sur la quantité. Plusieurs tentatives infructueuses d'arrêt, plus de 2 heures par jour d'utilisation, donc le temps passé, en fait, autour de la consommation des produits, qui va entraîner une réduction des autres activités, voire une poursuite malgré les dommages. Je vous parlais tout à l'heure des patients, par exemple, qui peuvent avoir des infarctus du myocarde, qui, malgré les effets vasoconstricteurs de la cocaïne, vont continuer, en fait, la prise de cocaïne et risquent de refaire à nouveau un accident coronarien. Alors, cocaïne, schizophrénie, symptômes psychotiques, un point très important aussi, symptômes psychotiques, ça n'est pas schizophrénie. Schizophrénie, ce n'est pas symptômes psychotiques. C'est des choses différentes. La schizophrénie est une maladie. Les symptômes psychotiques sont beaucoup plus larges que le simple champ de la schizophrénie et peuvent renvoyer en fait à des compréhensions physiopathologiques, voire à des hypothèses neurobiologiques très différentes. Alors, du point de vue du psychiatre, la cocaïne est la drogue dont l'usage augmente le plus en population générale, je vous en parlais tout à l'heure. Alors, les schizophrènes utilisent plus souvent la cocaïne que la population générale. Bon, ça, c'est vrai. L'étude, qui est une grande étude d'efficience sur la schizophrénie qui s'appelle Katie, qui est incluée des patients schizophrènes, avait montré qu'environ un tiers des patients inclus avaient consommé de la cocaïne au cours des 5 dernières années. Et je n'ai pas une référence bibliographique, mais on va appeler ça une communication personnelle d'un de mes amis chers, qui s'appelle le docteur Jean-Claude Bisserbe et qui travaille en fait au Canada, à Ottawa, dans un centre spécialisé pour les patients bipolaires, qui me disait que dans la cohorte de patients bipolaires, tous les patients sauf un avaient consommé de la cocaïne. Ce qui, encore à l'heure actuelle, en France, n'est pas le cas. On a également à Fernand-Vidal un centre expert bipolaire. Nos patients bipolaires
ne sont pas ultra majoritairement des consommateurs de cocaïne, mais c'est une autre situation clinique dans laquelle on peut rencontrer aussi des usages de cocaïne, avec la difficulté, mais que Nicolas Simon connaît bien, comment évaluer les effets de high qui sont liés à la maladie bipolaire ou maniaco-dépressive, indépendamment des effets de high de la cocaïne. Donc, est-ce qu'il y a des bipolarités induites? Mais ça, c'est autre chose dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Alors, symptômes psychotiques et addiction, ça renvoie au problème des pharmacopsychoses. Comme je suis d'un âge certain, certainement avancé, je suis resté encore au DSM-4 et je n'ai pas été regarder le DSM-5, mais on dit qu'habituellement, les pharmacopsychoses doivent être à distance des sevrages pour dire, en fait, il y a un trouble un peu indépendant et c'est peut-être l'utilisation d'un produit qui a entraîné, par effet, on pourrait dire entre guillemets, toxique, l'apparition d'une psychose. En fait, certains considèrent aussi que ça peut évoluer sans nouvelle prise de cocaïne. Au plan des addictologues, alors si à l'inverse on se met dans des populations de schizophrènes, bon, les chiffres population clinique, c'est de l'ordre de 6%, et surtout, on retrouve des symptômes psychotiques chez les patients dépendants de la cocaïne de manière beaucoup plus fréquente que des schizophrénies. En effet, certains ont trouvé des chiffres jusqu'à 80%, donc vous voyez l'importance des symptômes psychotiques, 61% des passages aux urgences des usagers de cocaïne, voire le premier motif de consultation dans les services d'urgence psychiatrique pour les usagers de cocaïne, et le deuxième motif de consultation de ces usagers aux urgences générales pour les douleurs thoraciques, effets vasoconstricteurs, problèmes de cocaïne. Et actuellement, les unités de cardiologie d'urgence savent que la survenue de douleurs coronariennes ou de douleurs thoraciques très intenses chez un sujet, surtout jeune, les amène à rechercher très systématiquement maintenant, ce qui n'était pas le cas avant, la prise éventuelle de cocaïne. Alors en France, on a fait plusieurs études et là, Florence Vorspan et donc le groupe a essayé de vous présenter quelques pistes, pas la globalité des travaux, mais comment nous, on voit un peu les choses. Alors, premier travail, c'était de se dire, si on veut aller un peu plus loin, on m'a dit tout à l'heure que les généticiens devaient faire la génétique et les cliniciens de la clinique. Nous, on est cliniciens, on s'est dit on va faire de la clinique. Et faire de la clinique, c'est d'abord comment on évalue les symptômes psychotiques chez les patients dépendants de la cocaïne. Alors, on a choisi un instrument qui s'appelle la SAPS-CIP, qui est Scale for the Assessment of Positive Symptoms Cocaine-Induced Psychosis, qui, comme la plupart du temps, est une échelle en fait américaine, qui dérive d'une échelle largement utilisée en psychiatrie pour l'évaluation des schizophrénies, qui est la SAPS. SAPS, qui est assez vieille, de 1984, et qui avait été développée par Nancy Andreasen. Et à partir de cette échelle d'évaluation des symptômes positifs dans les schizophrénies, a été construite en fait une échelle adaptée à l'évaluation des symptômes psychotiques sous cocaïne. Cette échelle a été validée aux États-Unis par rapport à un autre questionnaire et a été utilisée dans les études pharmacogénétiques. Donc, premier point, cette échelle, est-ce qu'on peut l'utiliser dans des populations de sujets dépendants de la cocaïne? Deuxième point, puisque ce n'était pas renseigné, y compris chez les collègues américains, est-ce qu'elle est sensible au changement? Alors, première étude qu'on a fait, c'était en 2008, objectif 100 patients, que la cocaïne soit le produit principal ou secondaire, avec des patients qui venaient soit d'espace Murger, soit de la zone Goutte d'Or, EGO, d'une structure basse seuil qui était STEP. On s'est aperçu d'une part que la plupart des patients, on arrivait à les évaluer, 4 ont été exclus pour symptômes psychotiques persistants et 11 trouvaient que l'évaluation est très longue. J'ai réellement bien entendu l'importance, et je crois qu'on y souscrit, de pouvoir faire bénéficier ces patients d'une hospitalisation très extensive en hôpital de jour. Dans nos populations, on a souvent des patients qui trouvent que moins ils restent longtemps, surtout pour parler de symptômes ou de cliniques, etc., mieux ils se portent. Donc on a beaucoup de mal, en fait, parfois à les évaluer pour cette raison-là, dès lors que c'est un peu long. Mais on a réussi à avoir quand même 105 sujets
Résultat, donc, sur les 3 dimensions de cette échelle, qui évalue les idées délirantes d'une part, mais les hallucinations, les troubles du comportement, un chiffre très élevé de patients ont des scores d'au moins 2 à un de ces items, c'est-à-dire qu'il y a des différences, mais il y a, à des degrés variables, des symptômes psychotiques. Alors vous voyez, ça c'est le score total, 6,4 points. Et on a fait une analyse univariée montrant quels étaient les facteurs le plus associés en fait, à un score total élevé. Naturellement, le statut de dépendance à la cocaïne, on avait quelques abuseurs dedans. Deuxièmement, un usage plus fréquent dans la semaine précédente. Et troisièmement, rappelez-vous ce dont je vous avais parlé au niveau de la pharmacocinétique, une voie intraveineuse en fait utilisée, qui est très largement utilisée en fait par les cocaïnomanes. Alors voilà un peu le profil maintenant des différents symptômes. Modification des comportements sexuels, les mouvements stéréotypés, les mouvements de recherche de produits, dont là aussi Laurent Carilla vous a parlé tout à l'heure. La ritualisation de consommation, c'est des comportements assez ritualisés. Et vous voyez ici des idées paranoïdes ou paranoïaques, ainsi que les hallucinations auditives et visuelles. Donc il y a des profils assez différents de ces symptômes. Et ça, c'est la publication qu'on avait faite sur les stéréotypies. Alors on a travaillé également donc pour voir, je vous disais, est-ce que ces symptômes sont sensibles au changement. Là, on a réussi, à partir de 52 patients, en avoir seulement 16 que nous avons revus à 3 semaines. Ce n'est pas terrible pour certains en recherche clinique. Nous, on est assez contents dans ces populations d'en revoir déjà, vous voyez, un petit tiers à 3 semaines, parce qu'ils sont très fuyants et ils passent d'un site à l'autre où ils décrochent complètement de la structure de soins et ils reviennent éventuellement dans un temps X. Ce qui fait qu'on a pu faire des évaluations de la même échelle chez 16 patients particuliers, non représentatifs de l'ensemble même de notre population. Donc voilà, c'est ce que l'on a vu. Donc à l'entrée, ils ont 6 points. 3 semaines, ça chute à 3,9, avec une corrélation qui n'est pas si mal que ça. Vous voyez, le R2 est à 0,49. Et donc, il y a une diminution du score qui est corrélée, en fait, à la diminution de dose de cocaïne. Attention, déclarée. C'est-à-dire ce n'est pas vérifié par des dosages urinaires ou des dosages sanguins. Même pas aux cheveux. On se sert de cheveux parfois, mais ici, ce n'était pas ça. Et pour des évaluations limitées dans le temps, c'est un petit peu plus difficile. Bon, et ça aussi, on a essayé de le valoriser en le publiant avec des difficultés. Où on en est actuellement, ça veut dire qu'utiliser cette échelle, c'est faisable dans cette population clinique. Alors qu'au départ, ce n'est pas un résultat fantastique en tant que tel peut-être pour vous, mais on n'était pas sûr qu'on allait pouvoir, chez ces sujets, faire cette évaluation. Deuxièmement, on trouve une relation effet-dose. Troisièmement, cette mesure dimensionnelle peut être utilisée, entre autres, chez des patients schizophrènes. Ce n'est pas ce qu'on avait fait, mais c'est un papier de Joel Svendsen, que certains d'entre vous connaissent, donc qui est à Bordeaux, qui avait montré aussi qu'on pouvait évaluer les comportements addictifs chez des patients schizophrènes. Il a fait un très joli papier, je vous recommande et vous pouvez aller regarder cela. Les limites, donc, on n'a pas de validateur externe de la propension à délirer. N'oubliez pas ces modèles tripartites ou pluripartites dont on nous parlait, parce que peut-être qu'il y a l'effet toxique direct de la cocaïne qui fait que ces sujets ont des symptômes psychotiques. Peut-être que ces sujets, lorsqu'ils rencontrent en fait un facteur externe de type cocaïne, ont déjà une propension à délirer. C'est-à-dire il y a toute une littérature psychiatrique qui est assez importante, avec des éléments de personnalité, voire des éléments génétiques et biologiques. La situation écologique, naturellement, n'était pas contrôlée, et on n'a pas de démonstration de la réduction des complications. On voit qu'il y a diminution des symptômes psychotiques parallèle à la diminution de consommation déclarée. On n'a pas montré qu'il y avait moins de complications. Alors les autres facteurs, où on en est là? Ce que l'on a vu, c'est que dépendance cocaïne, voie IV et dose interviennent. Donc il est vraisemblable qu'il y a un effet, entre guillemets, propre de l'agent toxique, la cocaïne. Deuxièmement, il y a certainement des facteurs génétiques. Alors nous, on est naturellement partis
à nouveau sur la piste dopaminergique, mais en s'intéressant un peu plus aussi à la dopamine bêta-hydroxylase. Pourquoi la dopamine bêta-hydroxylase? C'est dans la chaîne dopaminergique, mais également, pour ceux qui peuvent avoir quelques souvenirs dans ce domaine, l'espéral, le disulfiram, agit en fait en tant aussi qu'inhibiteur de la dopamine bêta-hydroxylase. Et dans un des derniers travaux publiés par l'équipe de Kosten, il montre en fait que le disulfiram, globalement, ne fait pas grand-chose chez les dépendants à la cocaïne, mais que si on analyse en post-hoc le polymorphisme de la DBH, dans un groupe particulier, à ce moment-là, il y a une différence entre disulfiram et placebo. Alors ça, on l'a déposé en tant que PHRC en 2010. Voilà, donc ça c'est le papier qui renvoie au développement d'hypothèses. Alors pour ceux qui font du laboratoire, c'est difficile, c'est long le laboratoire, la recherche clinique, il faut être masochiste. PHRC, je vous disais 2010, donc il faut l'écrire et le préparer. Avis favorable du CPP le 30 mars 2011. Ça ne veut pas dire qu'on a traîné, hein, on a essayé d'aller le plus vite possible. Avis de la CNIL le 14 février 2012. Nombre de centres déclarés, 9 centres. Ah, c'est bien, vous allez faire une étude multicentrique, d'accord. Mais après, il faut les ouvrir, tous les centres. Premier centre, mars 2012, Murgère. Il y a des centres qui ne sont pas encore ouverts. On travaille avec une unité de recherche clinique, parce qu'il faut professionnaliser la recherche clinique, ce qu'on fait. Sauf que le ICRF, on l'a eu en décembre 2012. Alors on a réussi quand même à inclure 51 sujets, on en a 400, mais vous voyez qu'entre l'ouverture en fait du PHRC, là on en est à 2012. Et je termine mes conclusions, cher ami. Symptômes psychotiques transitoires, c'est fréquent, c'est sensible au changement, il y a une relation effet-dose et avec la voie d'administration. Et les remerciements à ceux qui ne sont pas sur les signataires de cette équipe, mais qui sont intervenus. Laetitia Bellet, Émilie Nikos, Eladi Zerdazi, et au plan biologique et génétique également, Jean-Louis Laplanche, Jacques Albert et Catel Péoche. Et voilà la belle carte de France des différents centres, donc avec Lille et Olivier Cotensin, Clermont-Ferrand, Pierre-Michel Lorca, Georges Brousse, à Saint-Étienne, François Lang, à Lyon, Philippe Lac, à Grenoble, Maurice de Mathéis, à Sainte-Marguerite, l'équipe de Christophe Lançon, et pour la région parisienne, le XAPA de Monte Cristo avec Cyril Orizet, Didier Touzeau, Philippe Cohéru, Philippe Battel et le centre de Fernand Vidal qui est coordonnateur. Je vous remercie beaucoup.